C'est bon? Ok. Bonjour à tous, donc je suis Anthony, je suis le fondateur de Civitime et on va parler aujourd'hui de l'utilisation des mécaniques de jeu pour engager les collaborateurs, pour les engager plus spécifiquement dans votre stratégie RSE. Pour vous dire quelques mots, donc Civitime c'est un serious game qui permet du coup d'engager les collaborateurs dans la stratégie de RSE de leur entreprise à travers le jeu. Pour vous expliquer pourquoi on a fait ça, on est parti d'un constat qui est... je vais vous demander de vous l'illustrer. Imaginez une barque. Dans cette barque, il y a 5 personnes. Donc, dans ces 5 personnes, il y a une personne qui va ramer très très fort pour faire avancer la barque. Il y a 3 personnes qui mettent des coups de rame à gauche, à droite, mais qui globalement attendent beaucoup de la première personne. Et puis, le 5e, qui carrément fait des trous dans la barque. Et bien, cette barque, c'est votre entreprise. Aujourd'hui, en France, il y a un salarié sur 5 qui est activement désengagé dans son travail. Un salarié désengagé, c'est un salarié qui coûte 14 580 € par an à son employeur. Donc, c'est des coûts qui sont liés à l'absentéisme, au turnover, au manque de productivité. Et donc, qui coûte quand même assez cher à l'entreprise. Donc nous, on s'est dit, comment on peut faire pour réengager ses collaborateurs? Pour ça, on a travaillé avec des psychologues, on a amené des études avec des psychologues du travail pour se dire quels sont les leviers pour engager un collaborateur, le réengager dans l'entreprise. Et ce qu'il en est ressorti, c'est notamment, ce sur quoi on a décidé de jouer, c'est de jouer sur le sentiment d'appartenance. Développer la fierté d'appartenance des collaborateurs pour qu'ils soient réengagés, qu'ils se réengagent dans leur entreprise et dans leur travail. Et pour ça, un des leviers pour développer le sentiment d'appartenance, un des sujets sur lesquels les collaborateurs sont de plus en plus regardants, ce sont les engagements pris par l'entreprise au niveau sociétal, au niveau social et au niveau environnemental. Autrement dit, la stratégie RSE. Alors c'est super parce que les entreprises sont de plus en plus engagées en matière de RSE, mais le problème, c'est quand on discute avec les collaborateurs d'entreprises engagées, justement, et on leur demande ce qu'ils connaissent de la stratégie RSE, souvent, c'est quelque chose qui, pour eux, c'est un peu une grande nébuleuse. C'est quelque chose d'assez conceptuel. Ils ont du mal à vraiment se rendre compte de ce qu'est la RSE. Ou alors, ils vont être cantonnés à la RSE, c'est le remplacement des gobelets en plastique par les mugs, ou c'est les ruches sur les toits. Et ont des difficultés à raisonner et à voir la RSE dans son ensemble. Notre mission à Civitime, c'est de mettre en scène dans le jeu, donc un jeu immersif, mettre en scène les engagements RSE de l'entreprise, les enjeux auxquels l'entreprise est confrontée, pour rendre ça plus tangible et plus appropriable pour les collaborateurs. Alors pourquoi on utilise le jeu? Parce que le jeu, c'est un moyen qui est extrêmement efficace pour révéler les personnalités. On peut en savoir plus, c'est ce que dit Platon, on peut en savoir plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. Si vous êtes un pur compétiteur, en 5 minutes de jeu, on va l'identifier. Si au contraire, vous préférez jouer en équipe, si la dimension équipe et sociale est importante pour vous, en 1 demi-heure de jeu, ou même en moins d'1 demi-heure de jeu, en 5 minutes de jeu, on va réussir à l'identifier. Pour vous donner un exemple, il y a quelques temps, je discutais avec un de nos clients qui a organisé une journée team building avec ses collaborateurs. Donc journée team building sous le signe de la convivialité, tous les collaborateurs, donc l'après-midi je crois que c'est tournoi de pétanque, tournoi de ping-pong, donc plutôt sympa, et le soir jeu de société. Donc il y avait une nouvelle collaboratrice qui était présente ce jour-là, donc la journée tout s'est très bien passé, elle était très sociable, très avenante envers tout le monde, voilà, une super recrue. Et le soir, elle a révélé son vrai tempérament. Lors des jeux de société, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était une pure compétitrice, prête à tout pour gagner, qui t'a triché face à son boss et à son nouveau manager. Donc voilà, c'est un des exemples en tout cas qui montre que à travers le jeu, lorsqu'on on immerge le collaborateur dans un environnement qui est différent de l'univers réel, on va pouvoir identifier des compétences ou en tout cas identifier des comportements. Pour commencer, on va faire ce qu'on appelle le dilemme du tramway. Est-ce que certains d'entre vous connaissent le dilemme du tramway? Ok, bon, une personne. Imaginez, vous vous promenez à côté d'une voie de chemin de fer, et puis vous voyez 3 personnes qui sont attachées au rail.
À côté de vous, donc juste à côté, il y a un train qui arrive bien sûr à grande vitesse qui arrive. Donc vous voyez ces 3 personnes attachées. Et à côté, il y a une manette d'aiguillage qui vous permet de contourner, qui va permettre au train de contourner les 3 personnes, d'envoyer dans une autre direction. Mais dans l'autre direction, il y a une personne qui est elle-même accrochée sur la voie de chemin de fer. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Est-ce que vous faites l'autruche, vous fermez les yeux, j'ai rien vu et je laisse le train faire son truc? Ou alors, j'active la manivelle, mais du coup, vous êtes directement responsable de la mort d'une personne. Donc, qui choisit la première solution? C'est-à-dire, je fais l'autruche. Ok. Et qui, du coup, active la manette d'aiguillage? Ok, donc beaucoup plus. Donc, effectivement, là, en grande majorité, les gens répondent la même chose que vous. Un peu différent, donc vous voyez que les voies de chemin de fer font une boucle. Et là, sur la déviation, il y a une personne très volumineuse qui a le pouvoir d'arrêter le train. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle va être percutée par le train va se stopper. Qu'est-ce que vous faites? Qui n'active pas l'aiguillage et qui l'active? Ok, donc vous êtes sur la même logique. Un peu différent, vous êtes sur un pont. Et sur le parapet, il y a toujours cette personne volumineuse. Toujours les 3 personnes attachées à la voie de chemin de fer et le train qui arrive à grande vitesse. Et vous avez la possibilité de pousser la personne volumineuse pour qu'elle tombe sur les rails et du coup elle va arrêter le train. Qu'est-ce que vous faites? Qui ne fait rien et laisse les 3 personnes se faire percuter? Ok. Et qui pousse la personne volumineuse? Ok, donc on est à peu près à du 50-50 là. Et c'est souvent ce qui se passe. En grande majorité, les gens ne font rien. Alors que juste avant, on a pris la décision de contourner. Et une dernière pour finir. Là, vous avez votre frère, votre sœur, votre belle-mère, qui est pas la belle-mère, mais là, on va dire une personne de votre entourage qui est attachée. Qu'est-ce que vous faites? Qui ne fait rien? Et qui active l'aiguillage? Ok, personne. Pourquoi je vous ai fait faire ce petit exercice? Comment vous vous sentez là? Dans quelle situation vous vous sentez? C'est-à-dire que là, normalement, en général, les gens se sentent un peu perplexes. C'est-à-dire, je vous ai mis dans une situation, je vous ai obligé à faire un choix. Vous n'avez rien demandé, je vous ai obligé à faire un choix. Et dans les 2 cas, le choix est pas super. Enfin, dans tous les cas, vous tuez quelqu'un, que ce soit 1 ou 3, mais dans tous les cas, vous tuez quelqu'un. Ce que je veux illustrer là, c'est qu'à travers en obligeant quelqu'un à faire un choix, en le mettant dans une situation, en vous obligeant à faire un choix, inconsciemment, vous allez essayer de vous justifier de ce choix-là. Vous allez vous créer votre propre logique. Vous allez vous dire, mais je fais ça parce que pour telle ou telle raison. Et du coup, vous allez adhérer à cette logique-là, que je vous ai forcé à vous créer. Donc, c'est typiquement ce genre de situation qu'on cherche à mettre en place quand on utilise le jeu. Hein. C'est-à-dire qu'on va mettre le collaborateur dans une situation, on l'oblige à faire un choix, même s'il n'avait pas forcément envie de le faire. Et le fait de le faire, il va directement y adhérer. Et puis, ça peut aussi ouvrir des débats. Je veux dire, là, on aurait pu en discuter. Ceux qui ont décidé de pousser la personne volumineuse et les autres 50% qui ne l'ont pas fait, ça peut ouvrir le débat. Et pourquoi tu fais ça? C'est quoi ta logique? Et toi, voilà. Donc, c'est vraiment l'objectif à travers un jeu tout simple, hein, finalement, mais de susciter l'échange. Qu'est-ce que la gamification? Donc la gamification, c'est l'utilisation des mécaniques de jeu pour créer de l'engagement, pour générer des actions, pour changer des comportements. La gamification, elle est présente au quotidien dans tout ce qu'on fait. Certains d'entre vous, j'imagine, ont un profil LinkedIn. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous avez créé votre profil LinkedIn, vous avez une petite barre de progression qui, au début, plus vous complétez votre profil, plus cette barre progresse, puis elle progresse de moins en moins vite. Et vous ne serez jamais à 100%. Enfin, peut-être à un moment, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très compliqué d'arriver à 100%. Typiquement, c'est de la gamification. C'est une mécanique de jeu avec le fait de voir quand plus j'avance, plus je progresse. Et c'est inconsciemment ça qui va vous motiver à compléter votre profil. Quand on parle de motivation, il y a 2 sortes de motivation. Il y a la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est lorsque l'on fait quelque chose pour avoir quelque chose ou éviter quelque chose. C'est-à-dire on fait quelque chose parce qu'on attend un résultat. On est motivé par le résultat, mais non pas par l'action en elle-même. Typiquement, lorsque vous faites la queue à Starbucks,
normalement, vous n'êtes pas super motivé à l'idée de faire la queue. C'est plus le fait derrière d'avoir votre café une fois que vous aurez fait la queue qui va vous motiver à faire la queue. De la même façon, quand vous faites vos études, vous n'êtes pas motivé en soi à étudier, enfin, peut-être certains, mais en tout cas c'est un peu plus rare, vous êtes plutôt motivé par le fait d'avoir un diplôme pour obtenir un super job. Donc c'est ce qu'on appelle la motivation extrinsèque, c'est en gros le principe de la carotte, autrement dit. Pour illustrer ça, je vais vous montrer deux petites vidéos qui sont des expériences qui ont été faites. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet du nudge. Certains connaissent l'effet du nudge, l'effet nudge, pardon. Ok. Donc l'effet nudge, c'est un concept de science comportementale qui fait valoir le fait que on peut, par de l'incitation indirecte, on peut davantage faire changer des comportements, inciter des personnes à se mettre en action, à réaliser certaines actions par des incitations indirectes que par des incitations directes. Et c'est ce que Volkswagen a voulu mettre en lumière avec deux expérimentations qu'ils ont fait à Stockholm. Je vais vous montrer ça. En fait, on a des techniciens qui installent des touches de piano sur l'escalier. Voilà, donc résultat, avec juste la mise en place de ce piano, donc aucune incitation directe, hein, on a 66% des personnes en plus qui prennent l'escalier plutôt que l'escalator. Voilà. Un autre exemple un peu plus proche on va dire de la RSE, du développement durable. En fait, ils installent des haut-parleurs pour faire effet de bruit sans fond sous une poubelle. Voilà, donc vous voyez un peu ce que voilà, juste des mécaniques ludiques, sans incitation directe, peuvent provoquer et peuvent inciter à faire les gens. Et puis, en face de la motivation extrinsèque, on a la motivation intrinsèque, qui du coup a la différence et le fait d'être motivé par la réalisation d'une action en elle-même, plus que par le résultat qu'elle va vous permettre d'atteindre. L'exemple typique, c'est la course à pied. La course à pied, vous allez être motivé lorsque vous commencez à faire de la course à pied, vous allez être motivé par le fait de réaliser de l'action, ça développe de la dopamine et vous allez du coup c'est l'action en elle-même de courir qui va vous motiver plus que le résultat que ça peut vous permettre d'atteindre. Et pour mettre ça en avant, on va faire un petit sondage. Est-ce qu'il y a des coureurs dans la salle ? Ok,
pas beaucoup. Euh, donc imaginez, vous adorez la course à pied. Tous les samedis matins, vous avez pris pour habitude d'aller courir avec un groupe d'amis. Donc vous êtes 400 amis à aller courir tous les samedis matins. Et pour échanger, vous avez créé un groupe WhatsApp, voilà, pour échanger pour s'organiser. Et puis il y en a un de vos amis qui lance sur le groupe WhatsApp Hey les copains, j'ai une super idée. Dans 4 mois, il y a le marathon de Paris. Est-ce que ça vous intéresse? On s'inscrit tous et on s'entraîne pour faire le marathon. Et là, il y a différentes façons de voir les choses et différentes façons de répondre à ça. Tout le monde va dire oui, mais pas pour les mêmes raisons. Par exemple, il y en a qui vont dire oui parce que pour eux, ça va être l'occasion de passer plus de temps avec leurs amis. Qui se reconnaît dans ce cas numéro 1? D'accord. En 2, on va voir celui qui va se fixer un super objectif. Il va se fixer, voilà, je veux finir le semi-marathon en moins d'une heure et demie. Je me fixe cet objectif et c'est ça qui va me motiver à dire oui à mes copains sur WhatsApp. Qui se retrouve sur ce numéro 2? Ok, un peu plus, mais quasiment comme sur le premier. Il y a ceux qui vont se dire bah, super, j'ai jamais fait de course de cette taille-là, ça va être l'occasion pour moi de découvrir un grand événement, donc j'y vais. Qui se retrouve là? Waouh, ok, donc là, grosse dominante. Ok. Et enfin, bah, je peux pas me dégonfler, tout le monde a dit oui, du coup, bah, je suis obligé d'y aller. Qui se retrouve là? Personne. D'accord. Donc, en général, la majorité des personnes se retrouvent sur le cas 1 et sur le cas numéro 3. Ce que je veux mettre en avant ici, c'est le fait que on va tous avoir des leviers différents qui vont faire qu'on va accepter ce genre de proposition. Et ça m'amène sur le fait que en entreprise et au sein de nous-mêmes, en fait, il y a différentes typologies de joueurs. Il y a différentes dominantes, donc il y a pas, c'est vraiment des dominantes et des sous-dominantes, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas soit killer, soit achiever, soit voilà, mais on a des dominantes et des sous-dominantes. Pour détailler un peu ces profils, les killers, on va avoir deux typologies de killers. On va avoir les compétiteurs. Eux, leur objectif, c'est la gagne, mais tout en respectant les règles. C'est important pour eux de gagner dans les règles de l'art, et même si voilà, c'est vraiment ce qu'ils vont chercher, mais il faut que ça reste en lien avec leurs valeurs et en respectant les règles. Et en même temps, dans les killers, on a les guerriers. Eux, idem, l'objectif, c'est la victoire, c'est écraser les autres. Et par contre, les règles, peu importe des règles, l'objectif, c'est la gagne. Typiquement, c'est le genre de profil, sans stigmatiser personne, mais c'est le genre de profil qu'on peut retrouver dans les populations commerciales, les killers. Voilà. C'est souvent le cas. Et puis on va voir les achievers. Donc les achievers, il y a deux typologies. Il va y avoir les collectionneurs. Les collectionneurs, c'est ceux qui ont besoin au fur et à mesure qu'ils avancent, c'est ceux qui collectent des badges quand vous faites des jeux. Voilà, c'est ça qui va les animer. Vous connaissez le jeu Pokémon Go? Vous avez sûrement entendu parler de Pokémon Go. Et Pokémon Go se repose beaucoup sur cette... en tout cas pour les collectionneurs, c'est un jeu qui leur convient parfaitement. Parce que l'objectif, c'est d'acquérir le plus de Pokémon possible pour pouvoir ensuite affronter d'autres Pokémon. Ouais, je sais pas trop comment ça marche, mais en gros, c'est ça. Les experts, eux, ils ont besoin de sentir qu'ils progressent. Ils ont besoin de sentir qu'ils apprennent des choses, qu'au fur et à mesure qu'ils avancent dans le jeu, ils deviennent au fur et à mesure une meilleure personne et en tout cas se développent leurs compétences. Après, on a les explorateurs. Les explorateurs, on a deux types de personnes. Il va y avoir les détectives. Donc les détectives, c'est ceux qui doivent résoudre une énigme. Eux, il faut qu'il y ait une part de mystère et leur donner la possibilité de résoudre ce mystère. Les navigateurs, eux, sont plus sur la découverte. Il faut leur laisser la possibilité dans un jeu, si on veut vraiment que ces personnes-là éprouvent du plaisir dans un jeu, il faut qu'ils aient la possibilité, il faut qu'ils soient responsables de leur choix, qu'ils aient la possibilité d'aller à droite, à gauche, devant, derrière, et qu'ils leur laissent la possibilité vraiment de découvrir le jeu à leur manière et d'explorer tout son contenu. Et puis enfin, on a les socialiseurs.
Donc là, on va plus être sur, il va y avoir deux profils, encore une fois, les coachs. Donc le coach, c'est celui qui va prendre du plaisir dans un jeu, qui va être motivé dans un jeu, parce qu'il a le sentiment d'être utile aux autres. Il a besoin d'être en équipe, il a besoin de sentir qu'il contribue à une réussite collective, c'est extrêmement important pour lui, et il a besoin du coup de faire progresser les autres. Et pour autant, il n'a pas forcément besoin de reconnaissance. C'est-à-dire que, ok, je fais progresser les autres, mais j'attends pas qu'on me remercie, j'attends pas qu'on soit reconnaissant envers ça, j'ai juste besoin de faire progresser. Et enfin, on a les rockstars. Donc là, c'est le profil star des réseaux sociaux. Donc lui, par contre, il a un vrai besoin de reconnaissance. Il a besoin d'être populaire, il a besoin d'être dans une communauté, et il a besoin que toutes les actions qu'il fait soient, on va dire, reconnues par les autres, likées, si je peux faire le lien avec ça. Donc voilà un peu les différents, pour vous donner un panorama des différents profils de joueurs qui sommeillent en nous et qu'on retrouve dans les entreprises à chaque fois. Donc comme je le redis, avec des dominantes. Et donc si on veut faire un jeu qui va toucher le plus grand nombre de collaborateurs, il faut s'attacher à pouvoir avoir des mécaniques de jeu qui peuvent répondre on va dire, au levier de motivation de chacun. Voilà, c'est là tout l'art de faire un jeu qui va s'adapter à tout le monde. Souvent, je le vois auprès de mes clients. Souvent, ils nous disent mais ok, mais si on fait un jeu, il faut qu'il y ait quelque chose à gagner. Donc, typiquement, l'histoire de la carotte, la motivation extrinsèque, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Bah non, en fait, pas forcément. Si on travaille bien le jeu, si on met des bons leviers à l'intérieur pour générer assez de motivation intrinsèque, bah, le jeu va s'autosuffire, sans forcément avoir quelque chose à gagner. Voilà. Donc comment, au sein de Civitime, nous, on met ça en scène chez nos clients, pour notamment engager les collaborateurs dans la RSE. Donc là, je vous ai parlé beaucoup de la forme, donc des mécaniques. Maintenant, on va parler un peu plus du fond. On s'est rendu compte, avec nos psychologues du travail, on a identifié que pour engager un collaborateur dans la stratégie RSE de son entreprise, il y a 4 phases. Il y a 4 phases sur lesquelles il faut passer, il y a 4 étapes qui sont indispensables. La première phase, ça va être la phase de sensibilisation. Lors de la sensibilisation, donc ça, les entreprises le font déjà. Enfin, vous savez, toutes les entreprises font un peu de sensibilisation. Souvent, malheureusement, elles s'arrêtent là, mais en tout cas, c'est déjà des choses qui sont faites. Sur la sensibilisation, l'objectif, ça va être de générer l'intérêt du collaborateur sur le sujet, de lui donner une vision claire de l'environnement, du contexte interne, du contexte externe, et lui apporter de l'information. Ensuite, on va passer sur le niveau 2. Niveau 2, là, on est en phase d'adhésion. Là, l'objectif, c'est de susciter l'approbation du collaborateur. C'est-à-dire, pour ça, on va créer des dynamiques d'échange, et l'objectif, c'est vraiment qu'il adhère à ce que met en place l'entreprise pour répondre aux enjeux auxquels elle est confrontée. Sur le niveau 3, on va être en phase d'implication. Cher collaborateur, maintenant que tu es engagé, enfin en tout cas que tu adhères à ce qu'on fait, il faut s'impliquer. Il faut que ça se traduise par des actes dans ton quotidien, dans la vie réelle, et que ça change ton comportement. Donc c'est l'étape 3. Chose à laquelle c'est difficile d'arriver lorsqu'on ne passe pas par la phase d'adhésion. C'est-à-dire que souvent on se dit on sensibilise, puis après ça passe à l'acte. Non, il y a quand même il manque quelque chose entre les deux. Il manque quelque chose. Et le niveau 4, la phase de valorisation, où là, l'objectif, c'est que vos collaborateurs deviennent carrément des ambassadeurs de votre stratégie RSE. C'est un peu le Graal quand on en arrive là, mais c'est vraiment ça l'objectif. C'est maintenant que tu mets des actions en place, que tu as changé tes comportements et que tu as changé ton quotidien, sois ambassadeur. Voilà. Pour illustrer tout ça, je vais vous parler d'un client qui nous a sollicité parce qu'il vient de déployer sa stratégie RSE. Donc voilà, toute nouvelle stratégie construite avec le CODIR, un peu d'implication des collaborateurs, mais principalement construite par le CODIR. Et donc objectif, c'est un plan, une stratégie RSE à 3 ans, objectif déployer et engager les collaborateurs dessus. Donc pour ça, notre approche à nous, c'est dans un premier temps de faire un diag, de se rendre compte qu'est-ce que les collaborateurs connaissent de la RSE. Est-ce que vous avez déjà parlé de RSE? Est-ce qu'ils sont déjà sensibles au sujet ou pas du tout? Donc là, en l'occurrence, pour ce client-là, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'actions qui avaient été menées au niveau environnemental, donc typiquement les gobelets, j'en parlais, ou voilà, ces sujets-là. Mais la RSE n'a jamais été évoquée comme un vrai sujet stratégique de l'entreprise, comme quelque chose qui fait partie entière du modèle économique. Donc la globalité de la RSE, les collaborateurs n'avaient jamais entendu parler. À partir de ça, une fois qu'on a fait ce diag, on va choisir les modules. Donc, en face de chacun de nos modules, c'est les fameux leviers psychosociaux sur lesquels il faut jouer.
et on va proposer des modules à nos clients, on va personnaliser tous les contenus, donc tous les messages, on va les personnaliser aux clients et aux messages qu'ils veulent mettre en avant. On lance la campagne, on analyse les résultats pour être capable de définir exactement le pourcentage, être capable de dire à nos clients, ben voilà, en phase, après le niveau 1, on va dire vos collaborateurs sont sensibilisés à X%. Enfin, en niveau 2, ils adhèrent à X%, et ainsi de suite, jusqu'à avoir un indicateur global du niveau d'engagement des collaborateurs après le programme complet. Et donc ce client-là, on s'est dit, ok, donc les leviers, donc globalement la RSE, ils n'en ont jamais entendu parler. Les leviers sur lesquels il faut qu'on joue, ça va être de leur donner une vision claire de l'environnement, clarifier les notions générales de la RSE. C'est vraiment sur ces leviers qu'il va falloir jouer. Ensuite, il va falloir qu'on s'attache dans le jeu à leur donner la possibilité de choisir ces notions clés, d'organiser ces notions clés pour qu'ils puissent davantage se les approprier. Et puis on va jouer sur la norme d'internalité, où là du coup c'est les connaissances qu'ils auront acquis à travers le jeu, qu'ils aient la possibilité de les restituer pour gagner, pour réussir, et donc qu'ils soient à l'origine de leur réussite. En termes de modules et de mécaniques de jeu, ça s'illustre comment ? Du coup, pour ce client, on est parti sur une typologie de jeu, s'il y a des gamers ou des gens qui aiment bien les jeux, un peu type civilisation. C'est-à-dire qu'on va vraiment partir sur de la découverte. Là, les joueurs, on les immerge dans une carte qui est recouverte de brouillard. Et leur mission, c'est de trouver l'endroit idéal où implanter leur entreprise. Pour faire ça, ils vont devoir avancer sur la carte, donc ils avancent un peu à l'aveugle, ils découvrent le brouillard petit à petit, pour vraiment faire l'analogie avec découvrir ce qu'est la RSE. Et pour avancer, ils vont devoir compléter des modules. Et c'est ces fameux modules qui vont nous permettre de jouer sur les leviers psychosociaux qu'on a identifiés juste avant. Donc en l'occurrence, là pour ce client, on lui a proposé 3 modules. Le premier module qu'on lui a proposé, c'est le memory. On lui a proposé aussi le mastermind et le duel quiz. Pourquoi le memory ? Tout le monde connaît le memory, le jeu avec les enfants, là, avec les images. Parce qu'on sait qu'un des leviers psychosociaux sur lesquels il faut jouer, c'est de lui donner une vision claire et permettre aux collaborateurs de cartographier les notions clés de la stratégie RSE de l'entreprise. Et le memory est top pour ça. C'est-à-dire qu'il va retourner une image, on va lui mettre en face un texte, lié du coup à l'image. L'image va se retourner, donc il va devoir photographier un peu l'image, se la représenter mentalement, aller trouver sa paire et continuer à avancer. Et c'est comme ça qu'on va réussir à donner aux collaborateurs une cartographie globale, mentale, de la RSE et des notions clés. Puis ensuite, ces notions clés, il va falloir qu'ils les organisent. Il va falloir qu'ils les manipulent, qu'ils se posent des questions, qu'ils se questionnent sur le sujet. Donc là, on utilise une autre mécanique qui est le mastermind, où là, on va lui proposer de classer les différentes notions clés ou différentes thématiques. Donc là, on est assez libre sur le contenu. Mais l'objectif, c'est vraiment qu'il se pose des questions, mais est-ce que ça, c'est plus important ? Ou qu'il arrive à se projeter, à se questionner pour enregistrer vraiment les informations. Et puis, pour jouer sur la norme d'internalité, on va mettre un duel quiz. Parce qu'il aura acquis plein de connaissances à travers le memory et le mastermind. Et l'objectif du duel quiz, c'est de jouer sur ce qu'on appelle donc la norme d'internalité, qui se sente acteur de sa réussite. Et donc, on lui laisse la possibilité de restituer toutes les connaissances qu'il a acquises. Donc le duel quiz, c'est une mécanique assez simple où j'affronte quelqu'un d'une équipe adverse. Je dois répondre à 5 questions sur la stratégie RSE. Pour répondre à ces 5 questions, les contenus que j'ai vus auparavant doivent m'aider à y répondre. Donc si j'ai bien lu les contenus du memory, si j'ai bien lu, et bien du coup, je vais pouvoir répondre bien et du coup, je vais être vraiment acteur de ma réussite. Donc voilà un exemple de module qu'on a mis pour ce client sur cette phase de sensibilisation. Des modules comme ça, on en a une quinzaine, donc qui jouent vraiment à chaque fois sur des leviers bien spécifiques et qu'on va mettre en place en fonction des niveaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi la phase d'adhésion, idem. Alors, je ne vais pas forcément la détailler, mais sur l'adhésion, lorsqu'on est en phase d'adhésion, là, on va encore jouer sur d'autres leviers psychosociaux. On sait que pour faire adhérer un collaborateur à un sujet, il va falloir qu'il soit affilié. Il a besoin d'affiliation, le joueur. Il va falloir qu'il s'identifie à des groupes d'appartenance. Ça va être très important. Qu'il puisse se comparer aussi avec d'autres groupes. Et puis, surtout, favoriser l'échange d'informations, la mutualisation de connaissances pour pouvoir avancer dans le jeu. Donc là, on va utiliser d'autres modules, le dilemme, une entreprise en or qui est un peu vous connaissez peut-être Une famille en or, qui est un jeu qui est assez connu. Du coup, on réutilise ces mécaniques-là. Mais bon, ça devient une entreprise en or.
Je ne vais pas plus loin sur cette partie adhésion parce qu'on n'a pas trop le temps et si on va avoir le temps de répondre à vos questions après. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir nous voir. On est sur le stand P01 et on pourra aller plus en détail sur les modules, sur les leviers psychosociaux. Enfin, voilà, vous expliquer ça en détail. Quelques indicateurs parce que c'est quand même ça qui est important, c'est d'être capable de mesurer à quel point le jeu est un bon média, un bon canal pour les collaborateurs, enfin en tout cas pour les acculturer et pour les engager. L'indicateur clé que nous on suit toujours, c'est notre taux moyen de participation. En moyenne, lorsqu'on déploie CiviTime chez un client, on a 61% de taux de participation, ce qui est plutôt intéressant. Pour vous donner un point de comparaison, nos clients nous comparent souvent avec les outils de communication interne qu'ils utilisent traditionnellement, typiquement les newsletters. Quand ils nous comparent à leur taux de clic sur les newsletters internes, ou quand ils arrivent à 10%, c'est déjà top. Là, effectivement, on fait passer on touche beaucoup plus de personnes, on fait passer les messages de façon proactive. Enfin voilà, c'est vraiment un canal très intéressant. Également, on a 87% des joueurs qui sont sensibilisés après la première phase. C'est-à-dire qu'ils ont une vision claire du sujet et de son importance. Ça, on est capable, avec le retour d'expérience qu'on a maintenant, on capitalise à chaque fois qu'on le déploie chez des clients. Et en fonction de ce que réalise le collaborateur dans le jeu, ça veut dire combien d'essais, par exemple, il a mis pour trouver la paire du memory. Si au bout du 5e essai, il a mis 5 essais avant de trouver la paire, on peut assez facilement se dire, bon, ok, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas représenté vraiment mentalement la carte, il ne l'a pas cartographié, et donc là-dessus, il n'est pas sensibilisé. De la même façon, si les textes qu'on affiche à côté des images de memory, par exemple, ils ont été affichés que 3 secondes ou 20 secondes, on peut se dire, ok, donc lui, il a vraiment attaché de l'importance à lire tout le texte et à se l'approprier. Donc, à partir de tous ces éléments de jeu, on traque tout de façon anonyme, bien sûr. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de dire que Thierry de la compta, il est sensibilisé à 10%, mais par contre, on est capable de dire que vos collaborateurs, globalement, ils sont sensibilisés à 87%, voire même, des fois, on peut le décliner par entité. Par exemple, quand on travaille beaucoup avec des grands comptes, on va être capable de décliner par agence, par exemple. Par agence, par service, mais toujours de façon anonyme. Et dernier indicateur, c'est 18% des joueurs qui sont promoteurs des engagements RSE de l'entreprise à l'issue du jeu. Donc ça, c'est vraiment le Graal, parce qu'un collaborateur qui est ambassadeur, vous pouvez être sûr que c'est un collaborateur qui est impliqué. Forcément, si j'en parle et si je promeus la RSE, la stratégie RSE de l'entreprise, c'est que j'y crois, c'est que j'y adhère et c'est que je suis impliqué. C'est-à-dire que dans mon quotidien, j'ai changé mes comportements et j'ai mis ça en place. Donc c'est vraiment quand on en arrive à ce stade-là, c'est extrêmement intéressant et ça vous permet en plus de faire plein de choses à côté. Parce que ça veut dire que grâce à ça, on va identifier un peu des leaders d'influence sur le sujet et vous allez pouvoir vous reposer sur eux derrière pour diffuser des messages auprès des collaborateurs. Pour terminer, donc malgré on va dire toute la complexité sur le fond de notre produit, nous aujourd'hui donc on a en fait c'est plein de modules de jeu qu'on a sur étagère qu'on va venir assembler à l'issue du diag, c'est-à-dire que par rapport à votre niveau de maturité, on va assembler tous ces modules et ensuite on va personnaliser les contenus au message que vous voulez faire passer. Donc globalement, ça se déploie très rapidement chez les clients, entre 2 à 6 semaines, et on travaille dans tout secteur d'activité, aussi bien dans la banque, dans l'assurance, dans l'industrie, dans le bâtiment, dans la logistique, dans la cosmétique avec L'Oréal, bref, même dans le milieu associatif. Donc voilà, on a zéro limite à ce niveau-là. Hop. Il reste 5 minutes. Merci pour votre attention et à vos questions si vous en avez. Qui se lance? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez que je revienne sur des points? Oui, allez-y. Merci pour la présentation. J'ai une question sur l'accompagnement avant et le après. Notre accompagnement? Oui, parce que le jeu en lui-même, c'est un levier. Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites avec l'entreprise pour justement que tout ce que vous avez mis en place, ça dure? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est déjà le jeu, les niveaux qu'on déploie durent dans le temps. C'est-à-dire que typiquement, lorsqu'on déploie CiviTime chez un client, on va mettre en place, admettons, le cas client que je vous ai présenté tout à l'heure. On va le mettre en place le niveau 1, sensibilisation, ça va durer 4 semaines en mode multijoueur. Donc le lancement officiel, les équipes secrets, mode multijoueur, tout le monde joue en même temps, super sympa. Au bout des 4 semaines, bravo à l'équipe gagnante. Et le jeu reste disponible en mode solo. Ça veut dire que le collaborateur qui veut rejouer pour améliorer son score, il peut rejouer. On va encore lui refaire une piqûre de RSE
et lui rediffuser de l'information. Le nouveau collaborateur qui arrive, du coup, il peut passer dessus pour avoir le même niveau d'information que tout le monde, donc ça permet de faire de l'onboarding. Et puis, en général, nos clients, il y a un laps de temps de 4 mois, 3 à 4 mois, entre deux niveaux. Ou même plus, des fois c'est 6 mois. C'est-à-dire qu'après 6 mois après, on va mettre en place le niveau 2, adhésion. Et puis le niveau 3, et ainsi de suite. Donc, en général, un client qui met l'intégralité de notre programme en place, déjà, c'est-à-dire qu'on va l'accompagner pendant 2 ans. Ça, c'est un premier point. Après, sur le fond, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans notre process. Première étape, nous, c'est avec notre psychologue du travail, on intervient chez nos clients pour identifier ce qui a été fait et vraiment jusqu'où vous voulez aller. Est-ce qu'on est juste sur une première étape sensibilisation? À ce moment-là, ça va être un peu plus léger, ou est-ce qu'il y a un vrai programme derrière? On va vous accompagner pour structurer le jeu là-dessus. On fait un bilan à la fin. Ça, c'est ultra important. C'est-à-dire qu'on va être capable de se dire, à la fin du niveau 1, sur telle ou telle thématique, c'est les chiffres que je vous montrais, là, ils sont sensibilisés. Là, ils ne le sont pas trop. Ça veut dire que sur le niveau 2, même si on va avoir une dominante adhésion, on va remettre un peu de sensibilisation sur ce sujet. On va remettre un memory, par exemple, sur cette thématique-là, parce que là, ils n'y sont pas encore. Donc, et voilà. Donc nous, notre accompagnement s'arrête là, on va dire. On a un outil de communication interne et d'acculturation qu'on fait sur mesure, mais après, dans les autres, bien sûr, il y a d'autres actions à mettre en place par entreprise, mais nous, notre service s'arrête là. Il y avait une deuxième question. Vous y avez répondu, c'était sur le temps de jeu. Oui, ok. Et alors sur le temps de jeu, quand on lance en mode multijoueur, donc on va dire 4 semaines en moyenne, c'est ce que font nos clients, les collaborateurs ont 5 minutes par jour pendant 4 semaines. Ils ne peuvent pas jouer plus de 5 minutes. Alors en fait, on le calibre avec le client. C'est-à-dire que soit ils veulent que ça dure qu'une semaine, mais à ce moment-là, ils vont pouvoir jouer un quart d'heure par jour. Donc ça va être un peu plus intensif. Ou alors ils disent non, que 5 minutes, je ne paye pas mes collaborateurs pour jouer, ce qui arrive. Hein. Mais enfin, en fait, c'est rarement nos clients qui nous disent ça, mais c'est souvent les managers, le middle management qui va nous dire ça. Et donc du coup voilà, on a la possibilité de calibrer, on limite le nombre d'actions qu'ils peuvent faire par jour. Ils ont fait leur première action, on revient demain, et ainsi de suite. Oui, au fond. Est-ce que vous proposez ce type de sensibilisation dans le cadre de séminaires d'entreprise sur une durée de 2 à 3 heures, par exemple? Tout à fait, oui. Tout à fait. En général, ce qui nous arrive souvent, c'est de le mettre en place pendant le séminaire avec des mécaniques de jeu du coup un peu plus intensives. Ce que je disais, on va le calibrer pour qu'en gros le jeu soit quasiment, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, qu'ils puissent faire tout ce qu'ils veulent. Et puis des fois nos clients nous demandent ok, le séminaire ça va être cool, ça va être un beaucoup de points, mais est-ce qu'on peut laisser une semaine après? C'est-à-dire qu'on laisse le jeu tourner une semaine après, on réduit un peu l'intensité, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas jouer 1 heure par jour, mais ça permet de faire durer un peu le séminaire. Donc on a tout à fait, on calibre comme on veut le jeu, donc là-dessus pas de limite non plus. Madame? Oui. Alors on a c'est très variable d'un client à l'autre parce que on va pas mettre les mêmes modules et voilà. Je vais vous donner une fourchette. Je vais vous donner un râteau plutôt. En moyenne, on a un modèle économique avec deux coûts. Le premier, c'est un abonnement qui dépend tout simplement du nombre de collaborateurs qu'on va cibler. Et le deuxième, c'est des coûts de personnalisation et de paramétrage qui dépendent du nombre de niveaux que vous allez prendre. Donc un client qui nous prend un niveau pour 1000 collaborateurs, admettons, en moyenne, on va être entre... attention à ce que je vais dire, parce qu'après... entre 5 et 15. Allez, grosse fourchette. Hein. Mais entre 5000 et 15 000. C'est-à-dire que 5000, on va être sur vraiment... on va très peu personnaliser à vos messages, mais on va vous mettre à disposition toute notre bibliothèque de contenu sur la RSE. On a une bibliothèque de contenu qu'on a construite avec des experts en ISO 26000. Donc on a les 7 questions centrales qui sont abordées, qu'on vous met à disposition. Et là, vous pouvez, si vous prenez que notre contenu, là, du coup, on va être sur des coûts relativement faibles. Et après, voilà, ce qui fait la différence entre le 5 et le 15, c'est le niveau de personnalisation qu'on va mettre. Oui. Alors, sur le niveau 3, implication, passage à l'acte, là on a un module qui est le module de défi, de challenge, et là c'est des actions à faire dans la vie réelle. Et donc là, à partir de là, on peut tout mettre. C'est-à-dire que ça peut être des éco-gestes, ce que font la plupart du temps de nos clients, mais ça peut aussi être, par exemple, sur des sujets un peu plus QVT, j'organise un petit déjeuner avec mes collègues, et donc voilà, je dois le réaliser. Et donc pour valider, on a 3 sources sur les défis à faire dans la vie réelle, on a 3 sources de validation. Le plus simple, c'est du déclaratif. C'est-à-dire que je m'engage à le faire. 3 jours après, je reçois une notif, là tu fais, je valide et c'est fait. Deuxième source, deuxième possibilité de contrôler, c'est des photos.
Donc je prends en photo le petit-déj, ou je suis venu en vélo, je prends en photo, voilà. Et puis troisième source, c'est les QR codes. On a un client qui l'a fait il n'y a pas longtemps. Typiquement, l'éco-geste, pendant une semaine, je prends l'escalier plutôt que l'ascenseur. En plein milieu d'escalier, on a mis un QR code. Du coup, ils sont obligés de passer par l'escalier pour flasher le QR code et valider le défi. Donc voilà, donc typiquement, ça, c'est ce qu'on met en place sur la partie implication. Mais après, dans le jeu, notamment sur le niveau 2, adhésion, où là, la notion vraiment de communauté, de groupe de référence est très très forte, toutes les mécaniques de jeu sont collaboratives. C'est-à-dire qu'il va y avoir, il y a des choses où je vais commencer un module et c'est mon collègue qui doit prendre la suite et ainsi de suite. Donc on crée vraiment, on joue sur cet aspect cohésion sur le niveau 2 parce qu'on sait que l'adhésion passe par là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Est-ce que vous pouvez déployer vos contenus en différentes langues ? Oui, tout à fait. Ouais. Le plus multilingue qu'on a fait, on a L'Oréal l'année dernière, 55 pays et 20 langues, je crois. Donc voilà, là-dessus, on n'a pas de limite, si ce n'est la traduction après, en fait, s'il y a des contenus personnalisés. Oui ? Votre créativité, votre modèle de fonctionnement, c'est plutôt sur une adhésion et un engagement individuel. Il n'y a pas de jeu sur l'intelligence collective, par exemple. Alors on a des modules sur, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'intelligence collective, mais sur la partie implication par exemple, sur le niveau 3 encore, on sait que pour être impliqué, si on veut que le collaborateur passe à l'acte, entre guillemets, change son comportement, il faut aussi qu'on lui laisse la possibilité de donner des idées, de proposer des choses. Et du coup sur le niveau 3 par exemple, on a un module de co-construction, où là on va exposer, nos clients exposent une problématique à laquelle ils sont confrontés. Et chers collaborateurs, comment on fait ? Et donc les gens répondent, interagissent sur les réponses les uns des autres. Voilà. Donc là, c'est ce qui va se rapprocher le plus par rapport à votre question. C'est typiquement le genre de module qu'on met en place. C'est bon pour vous ? Ok. Merci pour votre attention. Et si vous souhaitez nous venir voir, on est P01. Voilà.